Chers amis de Facebook, bonjour. Nous sommes reçus à l'Arbre Bleu, le nouveau Van Gogh, dans le centre-ville de Nîmes, et nous accueillons aujourd'hui un Nîmois de 37 ans, donc un Nîmois jeune, Nicolas Cadenne, qui est né à Nîmes d'une famille gardoise depuis plusieurs générations, une famille connue dans le milieu protestant. Ses parents sont entre autres vignerons. Il est entré au PS en 2001. Il a fait des études de droit. Donc je vais glisser sur sa formation de droit. Il est aujourd'hui haut fonctionnaire, je pense qu'on peut dire haut fonctionnaire d'État. Il est rapporteur de l'Observatoire de la laïcité aux côtés de Jean-Louis Bianco. C'est un poste qui offre, mais il nous le dira sûrement mieux que je vais le dire, une vision horizontale et un carnet d'adresses probablement bien rempli. Et il est prêt à construire un projet pour Nîmes et à poser sa candidature dans des conditions qu'on va évoquer tout à l'heure au municipal de 2020. Et il est aussi, ça c'est important, il a été sollicité pour devenir membre de l'Académie de Nîmes. Donc il sera le Benjamin. Ah. Voilà. Effectivement. Donc cette présentation étant faite, mes camarades vont pouvoir poser des questions. Peut-être nous en dire un peu plus de de ta carrière, Nicolas, votre carrière, comment s'est déroulée. C'est intéressant de savoir un peu qui vous êtes. Ok. Bon, bonjour à tous déjà. Merci pour cette invitation à échanger sur Nîmes et sur effectivement mes engagements divers. Moi j'ai d'abord commencé cette carrière, si je puis dire, enfin cet engagement public plutôt, par un engagement associatif. J'ai très tôt été dans pas mal d'associations à Nîmes. J'ai fait du SAMU social pendant pas mal d'années, j'ai été secouriste à la Croix-Rouge, j'ai été dans d'autres associations type CIMAD, type Ligue des droits de l'homme, etc. Amnesty International. Je m'investissais par des actions concrètes, au plus près du terrain, au plus près des Nîmois concernés, ou d'autres. Et puis, à un moment donné, comme souvent c'est le cas quand on est engagé dans l'associatif, on a envie d'aller à la racine, d'aller plus haut pour éviter finalement ce que l'on constate sur le terrain au quotidien dans le cadre associatif. Et du coup, je me suis effectivement engagé en parallèle de mes études, même j'étais déjà encore lycéen, je crois, au Parti socialiste, en même temps donc de cet engagement associatif. Et puis, en parallèle, je faisais ma petite formation en droit. J'ai fait du droit à Nîmes, puis à Montpellier, surtout droit européen, droit de l'homme, droit public. Puis j'ai fait Sciences Po Lille, donc je me suis un peu expatrié pour cette formation. Et ensuite un DEA et un DESS en droit public, droit parlementaire à Paris, à Panthéon-Assas. Et à ce moment-là, j'ai eu une opportunité de travailler au Parlement, au Sénat. Donc j'ai commencé à travailler avec différents sénateurs dans un groupe, au groupe socialiste du Sénat. Ensuite, j'ai fait une petite pause, j'allais dire politique, en travaillant à la Commission nationale du débat public. C'est la commission qui est chargée d'organiser les grands débats autour des grands projets d'infrastructure, comme les LGV ou ce genre de choses. D'ailleurs, c'est cette commission qui au départ devait organiser le grand débat national actuel, avant qu'il y ait quelques polémiques. Et ensuite, je suis revenu à l'Assemblée nationale. Et puis, j'ai travaillé à la fois avec un député et un sénateur. Le sénateur, c'était Simon Suto, sénateur du Gard. Le député, c'était Jean-Louis Bianco. Puis, j'ai travaillé aussi avec Jean-Marc Todeschini, sénateur de la Moselle. Ensuite, j'ai participé à des campagnes présidentielles. La campagne présidentielle de 2007 de Ségolène Royal, j'étais dans son équipe. Et puis ensuite la campagne présidentielle de François Hollande qui elle a été victorieuse. Là j'ai été chargé des argumentaires en fait. J'ai envoyé les argumentaires aux porte-parole qui étaient Bernard Cazeneuve, Najat Vallaud-Belkacem, etc. Et puis ensuite là, une fois la victoire de François Hollande, j'ai été nommé conseiller ministériel au ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Là je m'occupais des relations avec le Parlement et des sujets un peu chauds sur l'agroalimentaire, et notamment on avait eu à beaucoup s'investir sur les salins du Midi pour sauver le site, puisque le site était menacé à l'époque, et d'ailleurs il est toujours là, et c'est une très bonne chose.
Et après cela, j'ai travaillé aussi au ministère de l'écologie avec Ségolène Royal, là encore sur des dossiers un peu politiques, énergétiques et européens. Et puis au même moment, j'ai été nommé rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité par Jean-Marc Ayrault. Puis ensuite, j'ai fait plusieurs gouvernements, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, ensuite Édouard Philippe. Et du coup, comme ça faisait trop, j'ai démissionné de moi-même du ministère de l'écologie pour pas faire les deux en même temps. Et je me suis concentré sur cette mission à l'Observatoire de la laïcité auprès du Premier ministre. Voilà. J'ai été nommé en fait parce que avant même d'être nommé à ce poste, je m'intéressais beaucoup à la question de la laïcité pour des questions personnelles et d'intérêt. Je donnais des conférences déjà sur le sujet, j'avais écrit plusieurs contributions, plusieurs articles. Et puis en plus, il voulait une équipe dirigeante qui se connaisse, et comme ça a été dit, le président était Jean-Louis Blanco, et donc ça leur allait parfaitement d'avoir une équipe qui se connaisse et en même temps qui connaisse parfaitement le sujet. D'accord, quand même aime bien la politique, et vous êtes occupé de la campagne de Ségolène Royal et de François Hollande. Il y a eu un échec, parmi d'autres, hein. Un échec et une victoire au niveau des présidentielles, en l'occurrence. Quelle explication, quel rapport, enfin quel est la comparatif entre les deux? Et on va dire pourquoi Ségolène Royal a-t-elle perdu, pourquoi François Hollande a gagné? Je pense que les raisons sont multiples. Après, très rapidement. Honnêtement, moi l'élection de François Hollande était une campagne plus classique, j'allais dire, très professionnelle, très intense, et qui s'est bien terminé pour nous. On a su être très très efficace, dans un contexte fort de volonté quand même d'alternance, de changement, suite à un premier quinquennat de Nicolas Sarkozy qui s'était pas forcément bien passé. Ségolène Royal, en revanche, est arrivée à un moment enfin c'est plus compliqué parce que Nicolas Sarkozy était déjà dans un rôle d'opposant alors même qu'il était ministre, quelque part il se posait déjà comme le nouvel homme, donc il avait pu profiter de son statut de ministre de l'époque pour déjà être très investi. Que dans le même temps, Ségolène Royal arrivait un petit peu comme une vraie nouveauté, peut-être trop en avance à l'époque. Déjà au sein du PS, ça a été très compliqué, on le sait, il n'y avait pas un soutien, il faut le reconnaître, très fort de son propre parti. Énormément, et ça je peux en témoigner, j'étais complètement dedans, et c'était assez hallucinant, puisqu'on était dans un QG séparé de Solferino, et quand on appelait Solferino pour avoir des fiches ou des éléments d'argumentaire, on n'avait rien, c'était très complexe. Tout était fait pour qu'elle perde. En tout cas, certains n'ont pas aidé. En tout cas, certains n'ont pas aidé. En revanche, donc, du coup, le professionnalisme était dur à garantir dans ces conditions-là, mais en revanche, il y avait une ferveur populaire incroyable autour d'elle, ça vraiment c'était remarquable. Elle avait aussi su s'entourer de gens très divers, qui venaient d'horizons très très variés, des jeunes, des moins jeunes, de tous les milieux sociaux, de tous les niveaux, toutes les conditions sociales. C'était vraiment formidable, cette équipe était formidable, et on a su organiser des événements incroyables. Notamment, je pense au Stade Charity. En 24 heures, il a fallu organiser quelque chose de dingue. Et ça, c'est des moments forts. Donc, humainement, j'ai des souvenirs plus forts de la campagne de 2007 que de celle de 2012, même si, bien sûr, 2012 a été victorieux. Moi, j'ai une question sur Hollande. Ouais. Est-ce qu'il ne s'est pas trouvé surpris d'être là ? Alors que peut-être qu'il ne devait pas être là. Oui, non. Lui. Alors, surpris, oui, parce qu'évidemment, au départ, c'était censé être Dominique Strauss-Kahn, et puis il est arrivé ce qui est arrivé, mais pas non plus surpris en ce sens où il avait préparé cette conquête du pouvoir très tôt, on le sait, on se souvient de l'histoire où il part à quelques pourcents seulement, donc il en avait vraiment envie, et peut-être qu'il en avait déjà envie d'ailleurs en 2007, puis finalement c'est son ex-compagne qui est allée, c'est Ségolène Royal, mais il en avait quand même très envie, il a construit cette candidature depuis longtemps, et donc dès qu'il a eu son occasion, il y allait à fond, et ça a fonctionné. Parce qu'on disait qu'il était là par défaut, donc c'est pour ça. En tout cas, il voulait y être à un moment donné. Et aujourd'hui, donc Nicolas Cadenne, vous habitez Paris ou vous habitez Nîmes? Alors aujourd'hui, pour tout simplement des contraintes professionnelles, je suis à Paris souvent dans la semaine, puis le week-end en général je suis à Nîmes, je me partage le temps en fait. Mais bon, pour moi c'est pas une mauvaise chose aussi de pouvoir prendre du recul un petit peu sur notre propre ville et de pouvoir vivre des expériences un peu ailleurs. Surtout que là c'est une belle expérience, enfin moi je trouve que c'est une très belle expérience que de devoir
garantir, essayer de garantir le respect de la laïcité, promouvoir la laïcité, puis se déplacer un peu partout en France, parce qu'en réalité je me déplace partout en France toutes les semaines, donc je suis pas que à Nîmes ou à Paris, je suis aussi un peu partout en France, dans les lycées, dans les quartiers populaires, dans les universités, etc., dans les hôpitaux ou autres. Et donc je suis plutôt content de vivre cette expérience. Et si on parle de Nîmes, donc en 2020, je ne sais pas si vous serez à Nîmes, est-ce que vous pourriez nous dessiner quel pourrait être, si on parle des municipales, quel pourrait être le monsieur ou madame X qui pourrait être le futur maire de Nîmes? Le profil, quelle tête il a, comment il est. C'est un homme, c'est une femme? Il est jeune? Non, vous le savez, moi j'ai très envie d'aller à la municipale. Je suis très intéressé par l'élection municipale, mais en même temps, je pense que c'est trop tôt pour le moment pour annoncer une quelconque candidature, parce que là, on est sur une échéance qui est autre, les européennes, et c'est une échéance importante. Je n'ai pas envie de parasiter ce débat qui est majeur aussi pour notre pays, et même pour notre territoire. Mais après, effectivement, moi, j'ai très envie de m'investir pour l'élection municipale, et donc, je propose d'ores et déjà une démarche. Après, on verra si elle est soutenue ou pas, mais en tout cas, je la propose. Alors, c'est quoi cette démarche? Mais déjà, c'est d'inverser un petit peu ce qui se fait d'habitude. C'est-à-dire, en général, on a tendance quand même à, même quand on veut des rassemblements, à partir des appareils politiques. Des appareils politiques, à discuter avec les autres formations, et selon le poids que chacun a dans sa formation politique, ce qu'il pèse politiquement, il va avoir telle place sur la liste. Ça ne m'intéresse pas, et je pense que ça ne fonctionne pas. On a plutôt besoin, moi ce que je propose, c'est d'agréger des compétences, des acteurs reconnus sur le terrain pour ce qu'ils font pour la ville ou pour ce qu'ils font pour les Nîmois, de les mettre ensemble, de créer une alchimie, de faire en sorte que ça fonctionne sur des projets structurants, avec derrière seulement le soutien, donc au second plan plutôt, le soutien des appareils politiques. C'est un peu ce que fait Jérôme Pioche, là. Je ne suis pas certain, mais après ça, vous l'interrogerez. Mais je ne crois pas qu'il parle de démarche. Lui, justement, il est quand même très investi dans un appareil et discute à travers ces appareils. D'ailleurs, il est dans cette démarche, vous le savez, de la gauche qui est impulsée par le PC. Ce qui est justement cette démarche plutôt de discussion entre appareils, entre partis politiques. Pourquoi pas? Et moi, je suis plutôt dans une volonté de partir des gens, des citoyens, en tant qu'acteurs reconnus dans des compétences extrêmement diverses, à tous les niveaux, et avec derrière seulement les formations politiques qui viendraient en soutien. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on est dans une ville un peu particulière dans le contexte d'aujourd'hui, puisqu'on a un maire qui a fait 4 mandats, qui est prêt à en faire un 5e, donc de sortir. À l'issue de son 5e mandat, il aurait 82 ans. Je pense que c'est à l'encontre dans ce qu'on recherche en politique. Quand on voit ce qui se passe avec Bouteflika en Algérie, c'est d'ailleurs assez symptomatique. Mais non, mais la jeunesse, elle se lève en disant c'est pas possible, on peut plus, il y en a marre. C'est pas parce qu'il est sur un petit fauteuil. Et en plus, il y a cette cassure avec l'agglo. Où ça provoque des situations politiques qui sont contradictoires, qui sont pas dignes d'une ville de 150 000 habitants. Et il y a aussi des nouvelles formations politiques, des nouveaux mouvements politiques. C'est la République en marche. Il faut quand même se rappeler que Mélenchon a fait le meilleur score à Nîmes au présidentiel. À chaque émission. Ça les embête. Bah oui, mais parce que c'est la réalité. Donc là, tu es plutôt en train de dire, Philippe, toi, dans l'esprit un peu France Insoumise, la notion de dégagisme, c'est ça que tu as dit. Non, mais il y a du dégagisme, forcément. La France Insoumise, et aujourd'hui, on ne l'entend pas à Nîmes, d'ailleurs, on va recevoir bientôt une de ses dirigeantes, mais c'est pas le problème d'aujourd'hui. Et puis, il y a la République en marche. Et la République en marche, on voit bien, en ce moment, à Nîmes, que ça bruisse de tout un tas de supputations. Alors, on sait très bien que la République en marche a fixé comme principe que c'est le national qui décide, ok, c'est le national qui décide. Pour les investitures. Pour les investitures, mais que c'est pas forcément d'ailleurs, la tête de liste ne devra pas forcément émaner de son rang, ça peut être aussi un soutien. Alors le soutien, ça veut dire que derrière, il faut des équipes larges, avec des gens qui représentent bien le territoire. Ouais, donc on voit bien qu'on a une situation quand même un peu complexe à Nîmes, et que si on continue à glandouiller, on va se retrouver avec une quadrangulaire au 2e tour, dans les conditions de 2001, sauf que là c'est le Front National qui peut embaucher. Sans langue de bois, Nicolas, vous êtes
Parti socialiste ou République en marche? Je suis toujours militant Parti socialiste, ouais. Ça j'ai pas changé, je suis toujours militant et pas République en marche. Néanmoins je parle avec la République en marche, donc avec eux, avec d'autres, mais évidemment aussi et notamment avec la République en marche parce que c'est une formation politique importante, nouvelle, qui est dans le paysage et qui fait du boulot sur Nîmes. Donc je suis en bonne relation avec eux et je pense que justement dans le rassemblement dont je parle, il faut qu'ils y soient. Voilà. Et jusqu'où doit aller ce rassemblement alors? Après c'est des individualités. Ça peut être des gens qui ne sont pas forcément encartés, donc je n'ai pas à connaître très précisément quel vote ils ont fait à telle ou telle échéance. Mais en tout cas, il faut qu'ils soient reconnus pour leur expertise et ce qu'ils font sur la vie. C'est-à-dire que même un Yvan Lachaud peut être République en marche? Comment ça, il peut être République en marche? Si c'est il peut être investi, ça j'en sais rien. Ça je sais pas si c'est dans un principe de rassemblement, on a un peu abordé le fait que, a priori, chercher aussi peut-être pas que le soutien. Moi, d'ailleurs, à vrai dire, c'est vrai que c'est compliqué pour les Nîmois. À vrai dire, moi-même, je suis dans une démarche qui, vous l'avez compris, suppose plutôt un soutien que des investitures, des soutiens de formation politique. Parce que c'est quelque chose qui part de personnalités locales implantées qui font du boulot pour le mouvement. Une étiquette Parti socialiste avec un soutien de la République en marche, c'est ça en fait la démarche? Moi je suis socialiste, mais je m'en fiche. C'est-à-dire, on parle pas, enfin si, je suis très attaché à mes valeurs, etc. Mais je veux dire, on parle pas d'étiquette, justement, de liste étiquetée. Je parle d'une liste qui rassemble large avec le soutien du PS, des LREM, d'autres formations de gauche, d'autres formations qui le souhaitent. Évidemment, hors de question d'avoir des populistes ou l'extrême droite, ce genre de choses, ça c'est impensable. La France insoumise? Non, je pense pas, parce que de toute façon ils sont dans une logique qui n'est pas celle-là. C'est une logique de clivage fort. Or moi, ce que je propose, c'est de créer du consensus sur des projets structurants. À Nîmes, on est dans un jeu de posture. Depuis une trentaine d'années, on est dans un jeu de posture. Voilà, on est dans des oppositions de principe parce que ça arrange aussi ceux qui sont souvent aux manettes et qui se partagent les rôles, mais qui vont être dans des oppositions de principe sur des projets structurants. Donc on n'arrive pas à créer du consensus et on n'arrive pas à avancer. Et ça, c'est un vrai problème pour l'intérêt général. On n'est pas du tout dans cette culture qu'on peut retrouver dans le Grand Ouest, dans certaines grandes villes du Grand Ouest, où là on sait discuter, on dialogue et on sait trouver des accords pour avancer pour le territoire, ou pour les habitants de ce territoire. Ça, il faut vraiment qu'on le crée à Nîmes. C'est plus possible d'être dans ces jeux politiciens d'opposition stérile. Alors vous, aujourd'hui, vous êtes observateur de la laïcité. Si demain, vous rentrez à la mairie de Nîmes, vous devenez acteur. Donc si on parle de programme, quelles seraient les actions que vous metteriez en œuvre pour Nîmes? Alors déjà, je suis pas tout à fait, je suis pas qu'observateur en réalité. C'est votre titre. Oui, tout à fait. Mais en réalité, on a mis en place énormément d'actions publiques sur la laïcité. On pourra y revenir. Après, sur Nîmes, évidemment, je ne vais pas vous dévoiler là maintenant un programme alors que je candidate pas encore. Quelques lignes. Pas de candidature ou quoi. Vous dites que vous candidatez pas encore. Non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Et puis vous avez déjà engagé une démarche en disant oui, l'idée d'être investi sur Nîmes, sans même parler d'étiquette, vous tentez. Ouais, j'ai envie de m'investir pour cette élection, mais je propose une démarche. Après, à voir si elle est soutenue, cette démarche. Si elle est soutenue, mais bien sûr. Vous êtes dans les mêmes conditions que c'était Hollande, bien avant, il était prêt. Vous êtes peut-être prêt. Peut-être. Moi, je pense que je suis prêt. Donc, vous avez quand même des idées. Bien sûr que j'ai des idées. J'ai beaucoup d'idées. On pourrait parler de plein d'axes, mais je ne veux pas aller dans le détail. Il y a l'immobilité douce, il y a l'attractivité économique, enfin, le développement économique en général, il y a le tourisme, il y a beaucoup de choses dont on pourrait parler, mais je ne veux pas aller à ce stade trop dans le détail. Il y a ça pour vous pour l'instant. Parce que souvent, quand on discute avec les politiques locaux, ils veulent pas se dévoiler. Ils disent, bon, il y a les européennes. Ça se permet de gagner 2 mois. Bon, enfin, moi, ça me fait rigoler parce que j'ai quand même un passé politique qui fait que je comprends un peu les choses, je comprends la stratégie. Après, ils veulent pas se dévoiler, ils disent, oh, le programme, il nous faut un programme pour 30 ans, il nous faut... Non, bon. je dis pas ça. Alors ça, le contrat de 30 ans, il permet de pas parler de tête de liste. On a besoin quand même à Nîmes, de mon point de vue, mais je peux me tromper rapidement, parce que c'est quand même maintenant dans 15 mois, hein, les municipales. On a besoin de savoir qui tirera les listes, parce que c'est quand même important de savoir qui tirera les listes. Non, mais là-dessus, je suis très clair. Moi, j'ai envie d'y aller, donc de tirer une liste.
c'est dis clair. pas le contraire. Simplement, je dis que pour le moment, c'est trop tôt pour se lancer, tout simplement parce que je suis dans une phase, déjà parce qu'effectivement les européennes, malgré tout pour moi, c'est pas un non-sujet. Non, mais c'est pas un non-sujet. Et deuxièmement, parce que réellement, je propose une démarche et je veux voir si elle est soutenue. Cette démarche, elle n'est pas soutenue, bon, très bien, donc mais là, pour le moment, je propose une démarche et je vois si elle est soutenue. Et après, on parlera des sujets que j'ai évoqués, on peut parler aussi de l'interconnexion entre les quartiers, parce que là, on a un vrai sujet à Nîmes, des replis communautaires, de l'entre-soi, il y a beaucoup de choses à traiter. Mais ça, on en parlera après, effectivement, parce que là, je suis dans une démarche, je vois si elle est soutenue, et effectivement, pour le moment, elle a pas mal de soutien. Alors, soutenue par qui et pourquoi? Alors, soutenue, d'une part, par toutes ces individualités qui, à mon sens, c'est qui justement, je vais pas commencer à dire des noms alors que je me suis déjà abordé quelques. Mais vous allez faire un comité de soutien? Oui, je veux dire que Jérôme Paul a déjà créé quelque chose. C'est sa stratégie. Jean-Paul Boré. Non, mais il y a des manias, il y a des manias, il y a des. Chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de problème. Vous êtes dans l'idée déjà. Il y a des maniaques. Chacun fait comme il veut. Moi, je vois beaucoup de monde, je discute avec beaucoup de monde, beaucoup se reconnaîtront. Voilà, il y a plein de gens compétents dans cette vie. Donc pour l'instant, il faut mettre en valeur. pas de comité. Qui trop souvent, pas encore, non. Juste des rencontres. Simplement. Et des discussions, et des échanges. Jean-Paul Boré, je l'ai déjà vu plein de fois, et je verrai aussi son association très prochainement. J'en vois beaucoup, je vois énormément de gens très différents, des acteurs, qu'ils soient de la vie économique, commerçante, culturelle, artistique, intellectuelle, il y en a beaucoup. Donc je les vois pour le moment, on se parle, on discute de projets structurants éventuels. Et après, effectivement, si cette démarche plaît, et elle plaît à certains actuellement, après il faut quand même qu'elle plaît, je le disais, dans un deuxième temps, aux formations politiques, en tout cas certaines, pour qu'elles acceptent de soutenir cette démarche, et bien bon courage. Et quand on sait que la désignation se fera en haut, c'est-à-dire à Paris, pour être clair, c'est-à-dire au niveau de la direction du mouvement. Moi, ça me pose deux types de questions. Ils vont le faire, mais il faut bien qu'ils s'appuient sur quelque chose. Donc, il y a des possibilités de lobbying au niveau local, c'est-à-dire au niveau de Jérôme Talon. Encore que lui, on lui a reproché au début, on lui a dit, mais parce que les Nîmois sont ce qu'ils sont. Moi, il m'agace très souvent. Toi, t'es pas d'ici, t'es pas de Nîmes, t'as pas à t'occuper de Nîmes. Bon, enfin, il est coordonnateur au niveau du Gard. Mais donc, il y aura un lobbying. Pour opérer la désignation, il y aura un lobbying local, forcément, où on pourra peut-être vous dire, par exemple, comme disait Nîmes, mais il est pas Nîmois, il habite pas Nîmes, on veut pas d'un type qui vient le week-end. C'est ce que disent beaucoup de vos détracteurs. Je pense que ce sera compliqué pour eux. Enfin, dans un débat, ils auront du mal à dire que je suis pas Nîmois. C'est ce qui a été dit dans le dernier débat qu'on a eu. Oui, parce que certains n'acceptent pas qu'on puisse un petit peu voir ailleurs, travailler ailleurs, avoir d'autres expériences. Moi, je pense que c'est plutôt un plus, c'est plutôt une richesse. Mais bon, et après, il y a le lobbying au plus haut niveau. Et dans le lobbying au plus haut niveau, on peut penser que, comme avec les responsabilités que vous avez aujourd'hui, et vous êtes plus près du lobbying du haut que du lobbying du bas, c'est-à-dire, c'est peut-être plus facile de parler avec ceux qui seront amenés à prendre la décision, vous allez s'adresser au bon Dieu Cassessin. Et il y a aussi un personnage, je ne sais pas quelle relation vous avez avec, parce qu'elle est décriée, elle est adulée et décriée. C'est Françoise Dumas qui est députée, qui fait un deuxième mandat un peu plus intéressant que le premier, puisqu'on vient de lui confier des responsabilités. En dehors du permis de conduire, on lui a confié la lutte contre le Front National, ce qui est quand même très curieux. Moi, je l'ai dit déjà, je peux le redire. La moins politique de tous les députés, on lui demande de faire le boulot le plus politique. Mais bon, je suis pas chez à la République, sur quoi je me tais. Mais donc, est-ce qu'elle peut jouer un rôle entre le lobbying local et le lobbying national? Est-ce qu'elle va jouer un rôle ou pas? Peut-être. Tout le monde va jouer un rôle. Moi, dans la démarche que je porte, déjà, il n'y a pas que la LREM, il n'y a pas que la République En Marche, je l'ai déjà dit, mais il y a notamment la République En Marche. Bon, je parle à la fois et je travaille avec les acteurs locaux de République En Marche, comme avec le PS et d'autres acteurs politiques, et pas que politiques, et puis évidemment que ma démarche peut susciter de l'intérêt au niveau national, et donc je vais en parler aussi avec des acteurs nationaux. L'un et l'autre n'est pas incompatible, il faut parler avec tout le monde. Il faut exposer ce projet et cette démarche à tout le monde, à voir si les uns et les autres sont d'accord et s'accordent là-dessus. Françoise Dumas, évidemment, qu'il ne faut pas la mettre de côté. On parle aussi avec elle, moi je parle aussi avec elle, et pour le moment, elle-même ne sait pas précisément ce qu'elle souhaite faire, donc vous aurez peut-être à l'interroger, mais en tout cas,
elle n'exclut pas une telle démarche. Donc à voir aussi ce qu'elle veut faire au bout, mais en tout cas, elle, comme d'autres, fait partie de ces dispositifs, de ces discussions dans lesquelles j'ai lancé. Donc là, on parle à Nicolas Cadenne, qui n'est pas candidat, mais qui est quand même la locomotive d'un train qui se met en route. Est-ce qu'on peut l'interpréter comme ça? Oui, bien sûr. Moi, effectivement, je propose une démarche, donc ce train, peut-être, et qui est déjà en route, en effet. Après, il continuera ou il s'arrêtera. Il continuera s'il a le soutien... S'il a le soutien de Nicolas Cadenne, s'il y a une autre locomotive qui veut se présenter, cette question ne se pose pas pour le moment, en tout cas pas pour moi. Moi, voilà, j'ai une envie d'y aller, je propose une démarche, à voir si elle est soutenue, mais en tout cas, je reste là-dessus pour le moment. Françoise Dumas, Philippe Roital l'a dit, on lui a confié une mission... Je dis ce que je dis, moi. Non, mais bon. Je dis, tu as juste dit que Françoise Dumas lui avait confié une mission par rapport au Front National, donc le Front National, c'est devenu un mouvement politique incontournable quand on parle de Nîmes. Et dans le Gard. Et dans le Gard, mais là on va parler plus précisément de Nîmes. Est-ce que justement, je reviens à votre mission actuelle en tant qu'observatoire de la laïcité, où vous avez l'habitude d'intervenir sur un certain nombre de sujets dans lesquels est impliqué le Front National, est-ce que ça vous donne des arguments supplémentaires justement quand on essaie de parler du Front National et de réduire un peu l'influence que pourrait avoir le Front National? Sans doute, en tout cas, moi j'ai effectivement eu plusieurs fois à répondre à des attaques du Rassemblement National, du Front National. Oui. Ça c'est clair. J'ai pu m'opposer publiquement à Julien Sanchez notamment, localement, ou à Yohann Gillet. Donc ça c'est pas un souci. En tout cas, je n'ai absolument pas la crainte de m'affronter à leurs arguments, entre guillemets, et à leurs attaques. Ça me pose pas de problème. Et effectivement, j'ai pu, par mes fonctions, prouver cette capacité à leur répondre posément et sur le fond pour décrire, enfin en tout cas faire constater que leurs arguments et leurs propositions ne tiennent pas la route, et pour faire constater que leurs actions politiques ne servent pas l'intérêt général. Parce que l'une des questions aussi qui se pose... Et juste, pardon, là-dessus, sur la laïcité, en plus, c'est vraiment majeur, parce que c'est quand même, la laïcité, c'est un outil pour faire ensemble, voilà, pour vivre ensemble, et au-delà, pour faire ensemble. C'est majeur pour la cohésion nationale. Donc la laïcité, c'est cela. Le FN, le RN, a tendance à l'instrumentaliser, on le sait, en tout cas, à l'utiliser pour miner cette cohésion nationale, pour la briser. Donc, je crois que là, on n'a vraiment pas besoin de ça. À Nîmes, on a évidemment besoin, au contraire, de rassembler, de faire en sorte que la population se connaisse mieux et vive mieux ensemble et fasse plus ensemble, avec des quartiers qui aujourd'hui sont totalement déconnectés, et ce qui va alimenter des replis communautaires et de l'entre-soi. Et ça, il faut le casser, parce que c'est source de beaucoup de tensions et même de violence. Parce que imaginons on peut faire un peu de politique fiction, c'est aussi notre rôle, que vous n'ayez pas l'investiture d'En Marche pour des raisons X, Y. Enfin, juste le soutien de plusieurs partis politiques. Mais si vous n'avez pas le soutien de la République En Marche, et que la République En Marche a un candidat qui sera désigné dans les conditions qui les regardent, est-ce que vous irez quand même avec cet agrégat, avec ces forces vives de Nîmes que vous aurez agrégées autour de vous? Parce que si vous y allez aussi, ça fait on sera dans la multiplicité de candidatures qui risquent d'avoir... Moi j'ai peur du deuxième tour, mais je sais bien, moi j'ai la crainte du Front National, depuis toujours, et de me dire, mais là, si on a une quadrangulaire à Nîmes, c'est la panique à bord, quoi. Ouais. Déjà, ça dépend aussi du positionnement des autres formations politiques, mais quoi qu'il en soit, me concernant, il n'est pas question, évidemment, de faire gagner le Front National. Ça, je m'en doute. J'ai de la responsabilité là-dessus. Je saurais prendre mes responsabilités et donc choisir selon la situation politique du moment. Et évidemment que tout sera fait pour que le FN ne prenne pas cette ligne. On se rend compte qu'il peut y avoir au premier tour, je veux dire... mais moi, ce que je dis, c'est que ma démarche, à mon sens, justement... être celle qui empêche le FN de prendre la ligne. Voilà. Après, je pense que c'est justement celle-là. Je pense qu'il y a beaucoup d'éventuels candidats qui veulent, à droite comme à gauche, qui se disent il faut maintenant réunir l'ancienne politique. Oui, mais souvent ils réunissent, comme je vous le disais, à l'ancienne, en discutant entre appareils et pas en agrégeant des compétences. Je pense qu'il y a des gens qui veulent vraiment réunir de tous bords, mais ils veulent. Alors ces gens-là, ces têtes de liste veulent réunir, mais ils ne veulent pas se rassembler.
C'est-à-dire qu'on va trouver plein de petites têtes de liste comme ça, qui veulent se réunir l'entre-soi, et on risque d'avoir plusieurs... Voilà. Concrètement, le projet de Jean-Paul Boré, c'est ça, c'est essayer de rassembler aussi au niveau des idées. Jérôme Puech se veut aussi avec Magnanime, je ne sais pas lequel, veut aussi rassembler par les idées, tous, je dirais, ce langage est un peu commun, tout le monde... Moi, je le répète, il y a quand même dans leur démarche, mais je respecte beaucoup, notamment la démarche de Jean-Paul Boré, mais il y a quand même aussi cette logique de discussion entre formations politiques. TPNA a proposé aux formations politiques de se réunir, par exemple. Vous savez, moi je suis pas dans cette démarche-là. Je suis dans une démarche qui les met au second plan, tout en les respectant. Par exemple, il aimerait bien avoir l'investiture du PS, mais au départ, il parle avec ce qui est curieux quand même. À vrai dire, honnêtement, on est plusieurs à proposer des démarches, c'est normal. Vraiment, c'est logique. C'est celle qui aura le plus de crédit qui restera. Ce qui est curieux moi, je ne vais pas ajouter une difficulté. Mais en revanche, là, je suis dans une phase où je veux proposer une démarche qui, à mon sens, est la plus à même de l'emporter. Mais après, chacun pourra valoir ses exercices. C'est la démarche qui aura une bonne aura. C'est elle qui gagnera. C'est que vous êtes quand même nombreux à demander ce soutien. On voit à la fois du Yvan Lachaud, du Nicolas Cadenne, enfin, vous êtes nombreux, du Jérôme Puech, peut-être du Françoise Dumas, demander ce même soutien d'En Marche. Comment se fait-il que ce soutien d'En Marche réunisse des personnalités si différentes sur un échiquier politique si large? Moi, ça m'étonne pas. En Marche aujourd'hui justement est dans une logique un petit peu au centre, transpartisan, avec des gens de partout. Donc ça c'est pas du tout surprenant. Après, du coup moi je vais pas me reprocher moi-même de parler avec eux, au contraire, parce qu'ils sont centraux, clairement. Ils sont dans une position importante. Ils ont participé à la recomposition politique que l'on connaît aujourd'hui. On ne peut pas le nier, même si moi je reste socialiste. Et donc, en plus, j'ai de très bons rapports, effectivement, avec les animateurs, les adhérents En Marche à Nîmes. Il y en a beaucoup qui sont de grande qualité, donc ça ne me pose pas du tout de problème que de parler avec eux, que de travailler avec eux, parce que je sais qu'un Yvan Lachaud demande également un soutien éventuel. Est-ce qu'il l'aura? Je ne sais pas s'il l'aura. Non, mais qu'il le demande. Ah ben, il a le droit de le demander. Oui, il a parfaitement le droit de le demander. Ce qui fait que tout ça, ça perturbe un peu. Mais moi, effectivement, je ne serais pas sur la liste d'Yvan Lachaud. Mais ça fait beaucoup de monde. C'est ce qui perturbe. Mais c'est pour ça que c'est tendance à faire perturber. Mais là, après, c'est effectivement au parti politique en question, et notamment à LRM, de choisir qui il veut soutenir. Voilà, effectivement. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a plein de petits. Non, mais c'est leur décision. C'est leur décision. Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de rassemblement parce que chacun vient à l'origine d'un parti politique. Oui, mais donc le parti politique ressort quand même. Mais même après, c'est à chacun de convaincre sur sa démarche et sur le fait qu'on peut emporter cette ville et surtout faire du bon boulot pour cette ville et pour les Nîmois. Voilà, moi j'ai des arguments à faire valoir, d'autres ont d'autres arguments à faire valoir. Très bien, après c'est au parti politique de décider en conséquence. Non, mais qu'est-ce qui reste? Les partis politiques à gauche, par exemple, le PC, on sait qu'il est il est exsangue, c'est triste, mais c'est la réalité. Le PS, il sort complètement groggy. D'ailleurs, les sondages donnent un score minable au PS pour les européennes, on le voit bien. Donc c'est plus eux qui vont jouer un rôle moteur dans l'agrégat de ces... Ça va un peu dans le sens de ce que je dis. Ils viennent au second plan. Ils sont au second plan. Ils sont plus au premier plan. Et les Verts n'existent plus. Attends. Dis pas que les Verts n'existent plus. Attends les européennes. Non mais attends les européennes, Philippe. D'accord. On avait oublié qu'ils étaient là. Mais les européennes vont pas rendre la situation aux municipales. Non, mais ils ont les Verts font partie de rassemblement d'unité avec d'autres personnes. Évidemment, et d'ailleurs ils sont majeurs sur un projet municipal, je pense, ça c'est clair. Concrètement, le calendrier Nicolas Cadenne, c'est quoi d'ici? Donc il y a les européennes. C'est les européennes. Et après Et bien ensuite, moi dans le même temps, je continue à être sur le territoire, à parler aux uns et aux autres, à proposer ma démarche et à l'expliquer. Et puis ensuite, je pense que d'ici la rentrée, l'automne, les formations politiques justement qui viennent dans ce second temps sauront se positionner et là ça change. Donc on peut s'attendre après les européennes de voir des réunions à la rentrée avec Nicolas Cadenne. C'est tout à fait possible. On peut vous réinviter après les européennes? Avec grand plaisir. Merci, au moins les choses sont claires. Voilà, c'est clair. Voilà, on attend. Non mais donc
vous mesurez bien quand même que dans la tête des citoyens nîmois, c'est compliqué, parce que... Et à droite comme à gauche, d'ailleurs. À droite comme à gauche, évidemment. La situation actuelle politique est très compliquée, on le voit bien au niveau national, c'est aussi le cas au niveau local. C'est pour ça qu'on en parle. Même si là aussi, il faut toujours rappeler que les clivages nationaux n'ont pas beaucoup de sens, en tout cas pas autant de sens qu'au niveau local. Bien sûr qu'il y a des clivages, mais sur des enjeux locaux où les compétences n'ont rien à voir, on ne peut pas avoir les mêmes clivages forts qui peuvent exister au niveau national, sur des enjeux macroéconomie, sur des enjeux législatifs, d'ordre législatif. C'est pas la même logique. Là, sur des projets structurants de territoire, on peut quand même rassembler plus large qu'on ne le peut au niveau national. Sur le plan local, il y a En Marche, alors qu'à Paris, c'est du macronisme, c'est autre chose, moi je dirais. Ah, pourquoi ça j'en sais rien. C'est LREM de dire, j'en sais rien. Et quelle est votre position sur un point qui, moi, que je trouve assez capital? L'agglo et la ville. Ouais. Si vous êtes maire de Nîmes, vous serez président de l'agglo. Moi, je pense qu'il c'est une vraie question. Oui, bien sûr. Alors, compte tenu de ce qui se passe actuellement, d'ailleurs. Merci de poser des vraies questions. Non, mais, il y en aura une. Non, mais ça, c'est le terme qu'il faut. Moi, je pense qu'effectivement, il faut évidemment qu'il y ait une unité dans l'action municipale et de l'agglo, quoi. Surtout Nîmes, dans cet agglo qui est quand même la ville cœur. Évidemment qu'il faut une unité. Après, ça peut être moi, en effet, si je suis maire de Nîmes, ou un très proche avec qui ça se passerait parfaitement. Mais en tout cas, il faut évidemment qu'il y ait une relation directe, excellente. Et l'agglo doit être présidé par un Nîmois. Moi, je pense. Par un élu de Nîmes, en tous les cas, je dirais. Deuxième bonne question. C'est une deuxième vraie question. A priori, oui. Mais en même temps, si on a vraiment une relation, si moi je peux par exemple, si je suis élu maire, si j'ai une relation absolument excellente avec quelqu'un qui s'avère ne pas être Nîmois, mais qui partage du coup parfaitement le projet de territoire de l'agglo dans son ensemble, ça peut se faire aussi. Parce que c'est un projet qui est plus large, l'agglo, de fait. C'est pas un projet de Nîmois. Mais il faut quand même avoir une certitude quant au projet de développement au cœur de cet agglo, donc dans Nîmes. Vous ne considérez pas quand même que c'est le poste à l'agglo le plus important? Parce qu'on voit bien... Les deux sont complémentaires. Ce qui est dramatique, c'est d'avoir des oppositions, comme on a aujourd'hui, très fortes, frontales, sur ces deux postes, parce que de fait, les compétences sont complètement complémentaires. Donc effectivement, avoir des oppositions nettes entre ces compétences, c'est dramatique pour l'intérêt général. Mais c'est quand même... Les deux sont complémentaires et importants. Imaginons que vous soyez maire de Nîmes, et que à l'agglo, vous mettiez un de vos adjoints en qui vous avez confiance, qui a fait partie de votre rassemblement, mais qui n'est pas socialiste. Une adjointe, par exemple. Voilà, une adjointe qui serait verte, je sais pas. Et elle arrive, cette adjointe qui arrive, elle est présidente de l'agglo, et puis, pof, ça clash parce que, tout compte fait, vous n'avez pas les mêmes idées au départ. Ah ben c'est pour ça qu'il faut être extrêmement clair dès le départ. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, mais ce dont vous parlez là, c'est-à-dire l'actualité, ça n'a jamais été clair. On le sait très bien. Ça n'a jamais été un mariage d'amour. Ça a toujours été un mariage de raison. Donc on se doutait qu'à un moment donné ça pouvait exploser. C'était une évidence. C'est un train qui s'est mis en place avec une locomotive, avec des wagons, et c'est des wagons qui se sont accrochés à la locomotive en disant si t'es élu maire, moi je serai élu. Voilà. Pour l'emporter. Faut faire attention aux wagons qui s'accrochent. Il y avait la peur de la gauche. Exactement. Dès le départ, il faut être très clair et très franc. Pour ça que moi, dans cette équipe que je voudrais rassembler, je veux que ce soit une équipe qui travaille en totale franchise, qui puisse se dire les choses. Trop souvent aujourd'hui dans la politique nîmoise, pas de négociation, pas de grande franchise. Il ne faut pas oublier une chose, les compétences aussi. Évidemment, reconnus pour leurs compétences. Et ne pas prendre des gens pour faire plaisir à l'un et à l'autre. Exactement. Selon leurs droits politiques. Pour remercier. C'est pour ça que je ne veux pas faire des discussions d'appareil. La gamelle. La gamelle est le... Bien, on arrive à la fin de notre émission. Vous avez encore une dernière question, chacun, ou quelque chose à dire? Non, moi je suis content. On souhaite bon courage et on attend une prochaine émission. On est impatient de ça. Et merci pour la franchise. Merci pour la franchise. Ce que je dirais, c'est que moi je suis un adepte du dégagisme. Surtout à Nîmes. Alors là, à Nîmes, ça va, on a donné, moi. Surtout France Insoumise. Donc tu veux dégager Nicolas Canel? Non, mais moi je n'ai jamais été élu. Non, mais je dis que quelqu'un de 37 ans qui a fait tout ce qu'il a fait et qui est en phase de faire tout ce qu'il veut faire, voilà, rien. Donc Mélenchon doit dégager, c'est longtemps. Non, mais dans tous ceux, je dis que dans tous ceux qui sont, il occupe une belle place. Je lui souhaite d'avancer. Voilà. Merci. 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 À bientôt. Merci.